L'invité de la rédaction. Valérie Vial. Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Michel Roté, depuis Jérusalem. Il est administrateur du site du judaïsme alsacien et lorrain. Vous avez certainement vu passer les images et les articles sur Facebook. Il est dentiste et passionné de photographie, époux de la fille de l'ancien grand rabbin de Strasbourg, Annie Warszawski, avec qui il a 4 garçons. Michel Roté, bonjour. Bonjour. Alors je regrette, ça fait longtemps que je voulais m'entretenir avec vous autour justement de ce que vous faites, autour de vos activités liées au patrimoine juif, matériel ou non. Malheureusement, c'est l'actualité israélienne qui nous réunit aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez ? Écoutez, comme ça peut aller dans le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, compte tenu que nous avons eu la douche froide samedi matin, quand notre fils avec qui on devait fêter son anniversaire justement, vient nous dire je pars, j'ai été appelé, je dois partir tout de suite. Je l'ai accompagné à la voiture Shabbat matin à 8h. Et je suis parti à la suite de ça à la synagogue avec mon téléphone dans la poche. Et en fait, il y a eu une alerte, 2 alertes. Le rabbin de la choule a demandé si quelqu'un avait le téléphone. J'avais mon téléphone. On voulait savoir quelles ont été les consignes de Pico d'Oref, c'est-à-dire de l'arrière d'Israël, et pour voir les consignes. Donc au début, on pouvait encore continuer l'office normalement. Et puis, au fur et à mesure, tout d'un coup, il y a un changement. On devait limiter et même arrêter entièrement les offices. Pour la petite histoire, mon beau-frère Joël était Khatan Boreshit ce Shabbat-là, c'est Simchat Torah, et nous sommes tous rentrés chez nous. J'ai eu entre-temps un WhatsApp de mon fils qui était parti donc le matin de bonheur à l'armée, et il m'a écrit « Papa, c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer. » Lui, il a été à la frontière de Gaza. Il a été du côté de Gaza, effectivement. Il n'a pas été aux alentours, contrairement à ce qui avait été marqué dans le journal. Il n'a pas vu, mais il a eu un petit drour. Il a été tenu informé compte tenu de ses fonctions de ce qui s'y passait. Il dit c'est pire que tout ce que tu peux imaginer. Et quand j'ai dit à des gens autour de moi, à la synagogue après, c'est pire que la guerre de Kippour, il m'a dit moi, tu y as été. C'est pas possible. Malheureusement, ça s'est vérifié que de trop, et tout ce qui est inimaginable s'est déroulé. Et malheureusement, aujourd'hui, on connaît et on a les images et on connaît le contexte de ce qui s'est passé, de cette attaque d'ampleur terroriste, mais d'ampleur sur tout un pays, tout le sud d'Israël. Vous aviez conscience, vous, à ce moment-là, des répercussions de ce que ça allait avoir et que autant de victimes du côté israélien tomberont? Au début, quand on a vu, il y avait 40 morts, on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a pas grand mort. Et puis, au fur et à mesure, le chiffre montait, grimpait. On passait à 50, on passait à 100, et ça continuait jusqu'au chiffre inimaginable. Oui. Des 1300 morts qu'on a aujourd'hui. Et encore, tous ne sont pas encore retrouvés. Il y a des disparus, il y a sans parler de la reconnaissance des corps de tous ceux qui ont été massacrés à la fameuse fête de la musique qu'il y a eu, et dont la reconnaissance des corps et des morceaux de corps, excusez-moi pour les détails, est pratiquement une source de retardement pour pouvoir prévenir les familles qui ont été touchées avec des certitudes, quoi. Bien que ces gens qui ont disparu soudainement, alors il y a eu des événements héroïques, il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu un bédouin qui est allé avec sa voiture et a récupéré des gens, il y a eu des événements héroïques, de gens qui, à titre privé, personnel, sont allés, ont libéré des gens, mais d'un autre côté, on a trouvé des gens enfermés dans leur chambre, le mamad, qu'on appelle la chambre de sécurité, où les gens du Hamas ont non seulement incendié la maison, mais ont mis encore des pneus qu'ils ont allumés
des pneus des voitures qu'ils avaient détruites. On a découpé les pneus, on met les pneus devant la chambre blindée pour que toutes les fumées rentrent à l'intérieur et vous pouvez imaginer Oui. ce qui devait se passer. C'était quelque chose d'épouvantable et le nombre de descriptions de ce style, il y en a tellement que je voudrais pas en faire un descriptif, c'est tellement inimaginable. Il y a des parents aujourd'hui qui sont soulagés de savoir leur enfant mort plutôt qu'otage du Hamas. Je pense que certains préfèrent savoir que leurs proches puissent être enterrés plutôt que d'avoir aucune réponse sur la présence ou que ce soit de leurs parents, vraisemblablement pour certains prisonniers du Hamas. Aujourd'hui, il y a 3 de vos 4 fils qui sont mobilisés par Tsahal. Ça c'est pareil. Vous continuez d'exercer votre métier, de vous rendre utile. Là, vous me disiez que vous allez livrer des jouets à des enfants qui ont tout perdu. Quel est votre état d'esprit? Vous vous occupez justement pour pas penser, parce que c'est une inquiétude de tous les moments. Écoutez, là j'ai une vingtaine de sacs qui m'attendent dans le couloir chez moi pour livrer à ceux qui sont arrivés hier des alentours autour de Gaza. Et je continue à travailler effectivement, entre autres, je réponds aux urgences pour les gens qui ont été évacués et puis d'autres organismes qui me demandent de soigner bénévolement, donc je continue à faire. Je reçois aussi quelques patients traditionnels que j'ai, mais bon, le nombre a terriblement diminué. J'ai une psychologue de la police qui évidemment elle est sur le terrain non-stop, donc il y a un bon nombre de gens ou des grands-parents qui ont été appelés pour s'occuper des petits-enfants parce que leurs enfants ont été appelés en Milouim, ou des gens qui tout simplement ont été appelés en Milouim et encore aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai appris que mon voisin qui travaille avec moi au cabinet, son fils a été également appelé. Donc c'est un appel de réservistes sans précédent. Sans précédent, comme jamais eu ici en Israël. Quoi. Comment vous êtes informé justement des déplacements de ces réservistes? Je suis pas tenu au détail de ce qui se passe. Oui. On entend un certain nombre d'informations. Je sais par rapport où se trouvent mes fils et de ce qu'ils sont a priori censés faire chacun dans leur fonction à l'armée quand ils sont traités. Il y a un des fils avec lequel on a moins de contact parce qu'il n'a pas le droit d'avoir son téléphone. Donc on est un peu à la merci d'un appel soudain où il a, comme vendredi après-midi, il avait à peine 15 secondes pour venir dire Shabbat Shalom à sa femme. Et donc vous attendez, vous, ces appels pour vous rassurer, savoir qu'ils vont bien? Évidemment. Ouais. Au moins entendre le son de la voix, ne serait-ce à peine une minute, ça soulage, quoi. Et alors je vois notre petite fille qui se met souvent devant le réfrigérateur avec une photo de tous les enfants, puis elle met le doigt sur son papa et dit « Papa, papa ». Et bon, on sent malgré son âge une sorte de situation bizarre qu'il a travaillé. Son père qui n'est pas là, ça fait maintenant plus d'une semaine, plus de 10 jours à peu près. Et il y a une inquiétude qui se dit, même si elle n'arrive pas à la définir, mais on sent dans ses propos qu'il y a quelque chose qui la travaille. Quoi. Bien sûr, et puis les enfants sont des éponges. J'imagine que vous aussi, vous êtes inquiet et que ça, la petite doit le sentir. Moi, j'ai une question par rapport à vos relations avec les Israéliens musulmans de Jérusalem ou ailleurs et qui viennent peut-être encore se faire soigner chez vous. Vous arrivez à communiquer? Écoutez, de patients musulmans, j'en ai plus beaucoup depuis les accords d'Oslo parce que ils n'avaient pas le droit de traverser la frontière qui nous séparait en quelque sorte. J'en ai quelques-uns, patients israéliens, effectivement, avec qui j'ai d'excellents contacts. J'ai l'immeuble où nous avons notre cabinet et en ce moment
subi des travaux et des transformations, rajouté des étages et autres. Et il y a des ouvriers arabes, à part maintenant, depuis la guerre, il n'y a plus personne. Le chantier est à l'arrêt entièrement, tout à fait. Mais bon, le nombre d'ouvriers arabes qui venaient chez nous prendre un verre d'eau ou parfois sur leurs échafaudages leur passer un café à travers la fenêtre. Évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. L'immeuble est à l'arrêt total. Le seul endroit où il y a encore quelque chose qui bouge, c'est chez nous au cabinet. Mais au-delà de ça, bien que le travail a été énormément ralenti, il n'y en a plus autant. Beaucoup de gens n'osent pas sortir, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont traumatisés de fait de la situation, et puis sans parler de tous ceux qui ont été appelés ou qui sont mobilisés, parce qu'il y a une mobilisation de la population de façon extrêmement énorme. Un petit peu, en quelque sorte, la population a pris le relais des autorités pour assumer tout ce qu'ils ont fait dès le départ. Et des organismes n'ont plus fini, se sont créés, se sont constitués. Je vois à travers tous les messages que je reçois et différents groupes qui se sont constitués et qui font appel à droite à gauche pour mener. Moi, j'ai eu donc ce WhatsApp hier à propos des familles qui arrivaient sur Jérusalem. En renvoyant quelques WhatsApp à droite à gauche, j'ai, je crois, une vingtaine de sacs ici dans le couloir chez moi qu'on va livrer tout de suite après cette discussion téléphonique. Oui. Concernant la vie quotidienne du pays, les universités, les écoles, vous parlez de votre petite fille, les écoles maternelles, elles sont ouvertes, hein? Non, tout est fermé, tout est bloqué. Ma belle-fille qui est à Kfar Saba, elle ne peut même pas travailler. Elle travaillait beaucoup depuis la maison, mais avec 3 enfants dont il faut s'occuper, c'est difficile de gérer le tout, et compte tenu des alertes aussi qu'il y a de temps en temps, donc il faut descendre à l'abri. C'est quelque chose. J'ai ma nièce qui est à Ranana, qui s'est lancée dans un hôtel a été loué par des privés, des gens qui ont quitté les alentours de la bande de Gaza, et donc tout un groupe de gens de Ranana se sont mis à faire toute la cuisine pour les gens qui sont là-bas, parce que c'est pas un déplacement officiel de l'État, c'est des gens qui ont quitté, donc des privés ont pris en charge de louer, quelqu'un a pris en charge de louer l'hôtel, donc il faut aussi leur donner à manger et assumer la logistique tout autour de ça, quoi. Et les commerces à Jérusalem, à Tel Aviv, ils sont ouverts, hein? Il y a des commerces qui sont fermés, il y a des épiceries qui sont bien évidemment ouvertes, mais avec beaucoup de produits qui manquent. Je ne dis pas qu'on va mourir de faim demain, loin de là. Mais je vois des étalages. Hier, on fait les courses avec ma femme, et il y a des étalages de légumes qui sont vides. Parce que bon, les agriculteurs et même des légumes qui venaient de la bande de Gaza, tout est bloqué, il n'y a pas rien, quoi. Je veux dire. Aujourd'hui, c'était plein. Ma femme me dit à l'instant que là où elle était ce matin, l'épicerie, tout était plein. Mais bon, il y a des problèmes de réapprovisionnement au jour le jour. Alors, globalement, il manque rien au niveau alimentaire. Donc vous ne manquez de rien, c'est déjà ça. Écoutez, c'est déjà ça dans les circonstances actuelles. Concernant vous êtes toujours été très proche, hein, de la communauté juive alsacienne, Lorraine. De quelle façon tous ces membres dont vous administrez, vous, on va dire les publications quotidiennes, de quelle façon on peut vous aider? Je vais vous dire, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un de Strasbourg qui est venu avec plein de matériel, mais je crois que l'essentiel à l'accueil est le plus aisé, parce qu'il y a aussi des problèmes quand on fait venir des produits d'extérieur, il y a des problèmes de passage à la douane et autres. Le plus aisé, c'est effectivement, à mon avis, du point de vue financier, différents organismes qui gèrent ce genre de choses. Et là, je ne vais pas commencer à énumérer, il y en a tellement. Et je vois que, par exemple, le Knesset est investi aussi pour s'occuper des enfants de bas âge et pour amener des habits et des
jouets pour les enfants, parce que bon, il faut encadrer tout ce jeune, tout ce monde, et trouver des occupations, et puis régler des problèmes journaliers qu'on découvre au fur et à mesure que les jours passent, là, parce que bon, on ne sait pas combien de temps nous allons nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, quoi. Vous n'êtes pas vous de projection quand justement vous pensez à l'avenir ou une espérance, bien sûr que ce soit le plus court possible, hein. Mais quand vous entendez les nouvelles, vous l'imaginez comment? Une longue guerre qui va se mettre en place? Je veux dire, je n'en sais strictement rien. Je sais qu'il y a une volonté d'éradiquer le Hamas de façon beaucoup plus systématique qu'elle n'a été jusqu'à toutes ces dernières guerres. Et alors, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une discussion un peu chaude avec un des internautes de la page Facebook qui dit « Mais c'est honteux, les victimes palestiniennes. » C'est vrai, il y a des dégâts collatéraux. Mais je veux dire, ils ne sont pas prêts non plus à nous laisser aller à l'abattoir. Quand on voit tout ce qui s'est passé, tous ces jeunes qui étaient une fête de la musique et qui ont été égorgés, découpés, brûlés. Je ne veux pas faire une énumération parce que c'est... j'ai répondu à ce correspondant et puis j'ai demandé aux gens d'arrêter la discussion avec celui-ci parce qu'elle ne menait à rien. Il ne voyait que de façon unilatérale. C'est vrai, les victimes, quel que soit le bon, c'est toujours regrettable, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus continuer à vivre dans l'état dans lequel nous vivons, avec une guerre tous les 2-3 ans, et où on n'arrive à aucun résultat concret. Alors, c'est dommage pour la population palestinienne qui vit à Gaza. D'un autre côté, la population palestinienne qui vit à Gaza a voté pour ce gouvernement de Hamas. Donc, à chacun d'assumer, même si c'est triste à dire, et c'est malheureux à dire, c'est un état de fait. Michel Rotté, c'est entendu. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions depuis Jérusalem. Évidemment, une grosse pensée pour vos fils qui sont sur le front, qui ont été mobilisés par Tsahal. Pour vous aussi, on vous envoie, écoutez, d'ici de l'énergie, de la lumière, nos prières, comme chacun peut le faire à son niveau. Merci en tous les cas. Je veux une toute petite précision. On remercie tous les messages que nous avons reçus. De quantité de gens, de dizaines et de dizaines de gens, moi à titre personnel déjà, même de personnalités locales, d'étudiants qui ont fait des débuts de meeting à Strasbourg à l'époque, et avec lesquels je n'avais eu aucun contact et qui tout d'un coup se sont manifestés. Et là, je voulais dire un grand merci pour tout cela. Michel Rotté, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. L'invité de la rédaction.